Chers amis, bonsoir. C'est toujours pour moi un privilège et un honneur de vous recevoir parmi nous pour notre rendez-vous vespéral Culture, l'autre regard. Merci de nous être fidèles. Et ce soir, de même que les ruisseaux finissent par rejoindre les immenses océans, nous allons parler de petites histoires qui coulent et se mêlent dans la grande histoire avec un H majuscule. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter tout d'abord le professeur Moustapha Maaoui. Professeur Maaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de chirurgie et essayiste. J'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir pour votre premier essai, Mémoire synaptique, que nous avons présenté dans cette émission. Et cette année, à l'occasion du SILA 2023, vous publiez Histoire de la chirurgie, jeu de main, jeu de mots, et avec deux très belles postfaces des professeurs Moussaoud Zitouni et Omar Aktouf. Merci d'être parmi nous ce soir, professeur Maaoui. Merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et puisque l'émission s'intitule Culture, l'autre regard, cet autre regard va nous être fourni par M. Toufer Gasmi. Monsieur Gasmi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et vous êtes auteur d'un recueil qui s'intitule Les rêveries du passé, souvenirs d'une époque révolue, qui va être l'objet de notre examen ce soir. Merci encore, M. Gasmi, d'être parmi nous. Merci, je vous en prie. Je me tourne tout d'abord vers vous, professeur Maaoui, avec cet essai, Histoire au pluriel de la chirurgie. Et vous commencez par le commencement, en bon esprit scientifique que vous êtes, avec l'étymologie du mot chirurgien, ou du mot chirurgie, à savoir qu'il renvoie à l'étymologie de la main. Et que tout est lié justement à cette main de l'homme qui, comme l'a si bien dit Hegel, l'a humanisé à travers l'usage de l'outil. Absolument. Ça signifie l'œuvre de la main. Certes. Et donc, je m'en tiens pour démarrer à cette définition. Mais comme je suis un coupeur de cheveux en quatre, je n'en ai plus. C'est le cas de le dire. À force. Je ne me contente pas de cette définition. Je la trouve correcte, mais insuffisante. Elle représente à peu près le tiers de ce qu'est la chirurgie. On peut le voir chemin faisant, si vous voulez. Bien sûr. Voilà. Et vous faites un bref détour historique, bref mais truculent, dans l'histoire de la chirurgie, avec d'abord la préhistoire, notamment chinoise, grecque, romaine, et puis vous mettez en exergue la régression que va connaître cet art au Moyen-Âge. Et vous dites, et j'ai beaucoup aimé cette formule, ce n'est pas la seule, hein, vous avez vraiment l'art de la formule, c'est dans la période où il y a le plus d'illuminés qu'il y a le moins de gens éclairés. Ah ben, c'est un des paradoxes de la vie. Et donc, effectivement, plus il y a de gens sachants, ou qui croient être des sachants, moins on a de savoir. Voilà, donc c'est un petit peu cette réalité qu'on peut voir chemin faisant dans cette histoire que j'essaye de raconter. Justement, vous mentionnez dans le Moyen-Âge le fait que la régression de la chirurgie va être liée à l'opprobre que va jeter l'Église sur tout ce qui a rapport au sang, et donc elle va interdire la dissection, et on va avoir cette régression. Néanmoins, vous citez l'exception d'Ambroise Paré. C'est ça. C'est ça. C'était l'époque où l'Église disait qu'elle détestait le sang. Elle n'est pas la seule. Hein. Il y a peu de gens, à mon avis, sauf quand ils sont malades, qui aiment le sang. On n'aime pas le sang. Mais les églises, au sens des religions mal assimilées, deviennent des freins à l'évolution. Quand elles sont comprises et tout, elles donnent une illumination à nul autre pareil. Ce n'est pas toujours le cas au cours de l'histoire. Et donc, au Moyen-Âge, il y avait ce frein qui empêchait les dissections. Et quand on ne sait pas sur quoi on va travailler, on ne travaille pas ou on travaille très mal. Et donc, c'est un petit peu le... Alors, avec Ambroise Paré, il y a toujours des exceptions. Certes. Et Ambroise Paré en était une et de très belle, qui fait honneur à tous les chirurgiens de l'histoire de l'humanité. Et à titre d'exemple, Louis IX, qui était un des souverains sous lesquels il avait officié, lui avait demandé, d'un air péremptoire comme seuls savent l'avoir les rois, il a dit « Voilà, j'espère que tu vas me soigner comme un roi ». Et Ambroise Paré, avec un sens de la répartie
merveilleux, lui a dit, mais sire, c'est impossible, parce que je soigne déjà les pauvres comme des rois. Et donc voilà, c'est là où je dis qu'avec Ambroise, les pauvres étaient parés. Exactement. Vous passez ensuite à la Renaissance, puis à l'ère industrielle, et qui dit ère industrielle dit ensuite, hélas, guerre interimpérialiste, et donc vous mettez justement en lumière comment ces guerres-là, c'est le cas de le dire, je vais aussi m'y mettre au jeu de mots, mettent les chirurgiens à pied d'œuvre, puisqu'ils opèrent à tour de bras. Ah bah oui, vous le dites si bien. J'ai cité l'exemple. Je me suis imprégné de l'œuvre, donc merci. j'ai filé la métaphore avec vous. Et j'ai parlé de la bataille de Borodino, une des nombreuses batailles faites par Napoléon. En fait, elle est faite par des soldats, parce que les guerres sont faites par des gens qui se connaissent bien et qui sont pratiquées sur le terrain. Elles sont décidées par les gens qui se connaissent bien, elles sont pratiquées sur le terrain par des gens qui ne se connaissent absolument pas et qui sont entretenus. Bon, ceci étant, la bataille de Borodino, il y avait le chirurgien hyper connu qui s'appelle le baron Larrey. On raconte qu'il avait amputé plus de 200 membres inférieurs au cours de la nuit de cette bataille. Et c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit, c'est peut-être de là que vient l'expression « travailler d'arrache-pied ». Mais enfin bon, ce n'est qu'une supposition. Et puis vous embrayez enfin sur la chirurgie moderne, et là vous citez notamment cette découverte majeure que va être l'anesthésie. C'est ça. Et vous citez une anecdote truculente, à savoir la découverte des propriétés anesthésiques du protoxyde d'azote. Oui, absolument, qui est toujours utilisé d'ailleurs. Le protoxyde d'azote, qu'on appelle aussi le gaz hilarant, qui est toujours utilisé larga manu dans les foires, dans les pays profonds, quels qu'ils soient. Là, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis, dans l'Amérique profonde. Et il y avait les gens vont là-bas, et puis l'animateur qui invite les gens à venir monter sur le plateau, il leur fait inhaler ce protoxyde d'azote, et alors et le rire est immédiat. Comme le rire est communicatif, les fous rires atteignent l'ensemble de l'assistance. Et l'histoire que je raconte, ce sont des notables. Il y avait donc un dentiste qui sait ce que c'est que la douleur, on va voir pourquoi, et un de ses amis, notaire, mais alors d'une austérité qui était réputée dans le village. Il rigolait très peu. Et c'est lui qui a été invité sur le plateau. Alors tout le monde se demandait comment ils allaient faire pour faire sourire et surtout rire ce personnage un petit peu ombrageux. Et le résultat a été celui que provoque le protoxyde d'azote. Le rire a été généralisé, et puis au retour, le notaire qui continue à rire a cogné sur une chaise ou une table qui était sur son trajet. L'encoignure lui a provoqué une profonde entaille qu'il n'a pas ressentie. Il est venu à côté de son ami le dentiste, il continue à rire, mais le dentiste, intrigué, a regardé. C'était une plaie profonde qui avait non seulement ouvert le pantalon, mais également la face antérieure de la cuisse du notaire. Et ça fait à la question, il a dit, mais tu n'as rien ressenti? Le gars a dit qu'il n'avait rien ressenti, et c'est comme ça que l'anesthésie est née. Alors, on a coutume d'associer la médecine, noble activité, noble travail, et le médecin sur qui rejaillit cette noblesse. Cependant, vous mettez en exergue dans votre ouvrage de grandes figures de la médecine, mais qui n'ont pas grand-chose de noble et qui jurent avec justement la vocation du médecin d'alléger la souffrance humaine, notamment en ce qui concerne le fameux James Marion Smith, que vous qualifiez comme un précurseur de Mengele, le fameux médecin nazi. Oui. Ce Smith-là est non seulement précurseur de Mengele, mais précurseur de tous les suprémacistes que nous voyons, hélas. Ils sont si nombreux, si malfaisants. Lui, c'en était un.
C'est un monsieur qui était fils de shérif, quelque part en Alabama, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique raciste, qui est tout le monde, qui est les Noirs, qui est les enfants, qui est les femmes. Ce sont des misogynes assumés d'ailleurs, et qui, pour la circonstance, travaillait à New York. Et c'était un chirurgien correct pour l'époque, sur le plan manuel. C'est pour ça qu'on peut être un parfait opérateur, un piètre chirurgien, parce que il manque les 2 tiers, c'est-à-dire cet humanisme, cette éthique, cette morale qui doit guider également, qui doit canaliser, qui doit coordonner, éventuellement même les textes de loi qui doivent nous imposer une certaine ligne de conduite. Je reviens à ce Smith-là, qui s'intéressait au problème qui est toujours d'actualité dans pas mal de pays du Sud global, comme on dit maintenant, que sont les fistules recto-vaginales, qui sont la conséquence des accouchements extrêmement difficiles, etc. Il s'était intéressé à la réparation et il les traitait, ce qui n'est pas facile, et surtout pour l'époque, il les traitait, tenez-vous bien, sans anesthésie. À vif. Pourquoi? Parce que ces patientes, c'était des Noirs, rien que des Noirs. Encore, ce qui aggravait leur cas, elles étaient esclaves. Donc ils se croyaient le droit de travailler et de faire l'économie d'anesthésiants qui était pourtant décrit. Et vous mentionnez d'ailleurs le cas, excusez-moi de vous interrompre, vous mentionnez le cas de l'esclave Anarchia. Ah oui, les trois, elles étaient 3 à l'époque. Il y en a une qui a été opérée 30 fois. Voilà. 30 fois, il fallait qu'il ait de la patience, et surtout elle. Alors vous imaginez cette malheureuse. Et c'était des interventions qui étaient publiques, donc sa souffrance, elle était publique. Ouais. Et il n'y avait aucune protestation, c'était le chirurgien. Donc il avait le droit. Et j'en parle parce que ce qui s'est passé au XIXe siècle, on peut le retrouver. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient persuadés, qui restent persuadés, qu'il y a une catégorie d'humains qui n'ont pas le sens de la douleur. Les enfants, par exemple, on leur fait la circoncision à vif parce que, pensant leur système de sensibilité nerveuse n'est pas encore développé, qu'il se développe jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ce n'est pas seulement dans le Sud globalisé, dans le pays où on est censé aimer les animaux et les enfants, en Angleterre, l'enfant reste it, c'est-à-dire neutre jusqu'à l'âge de 2 ans. Et on a mis beaucoup de temps pour s'apercevoir que la douleur, elle touche tout ce qui est vivant, y compris la paramécie qui est réduite à une seule cellule. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le croire. Et donc ce Smith-là a travaillé à vif sur des esclaves et beaucoup plus tard sur des femmes blanches aussi parce que elles étaient femmes. Voilà. Alors on va poursuivre la découverte de cet ouvrage passionnant et la démystification de figures outre mesure auréolées par la noblesse de leur art, et on va aussi parler de la chirurgie comme art ou comme science. Cependant, si vous permettez, on va se tourner vers M. Toufiq Ghasmi et son recueil « Les rêveries du passé », souvenirs d'une époque révolue. Et dès votre préface, qui s'annonce sur un temps je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, justement, ces rêveries du passé nous emmènent à travers plusieurs rubriques dans différentes époques de votre passé, et ce recueil se place sous le signe de la nostalgie. Et avant de poursuivre, il me semble qu'il y a un ouvrage sur lequel aussi vous souhaitez revenir. Je vous donne la parole, je vous en prie. Très bien. Merci. Un petit rectificatif. Je ne suis pas écrivain. Oui, j'écris donc pour le plaisir. Donc je suis un retraité. Ça, c'est un autre débat. Stricto sensu, vous avez publié un ouvrage, vous êtes un auteur. Oui, peut-être. Donc, c'est le troisième recueil que j'écris. À plus forte raison. Très bien. Alors, ce petit recueil que vous avez entre les mains, oui. Donc, parallèlement à mes activités, donc, mes activités professionnelles. Donc, je suis président de l'association des anciens élèves des 2 principaux lycées de Sétif, à savoir le lycée Albertini, qui est aujourd'hui Kerouani, et Malika Gate. Alors, pourquoi j'ai écrit ce recueil?
je l'ai écrit, non, je l'ai remis à des familles. Le 18 février dernier, c'était la journée du Shahid. Et nous avons organisé une cérémonie de remise de médailles et de distinctions honorifiques à 47 familles. Pourquoi 47 ? 47 étant le nombre de shuhada qui étaient au lycée, dans les deux lycées, et qui sont morts. Alors, une petite genèse, donc il y avait à l'époque donc une centaine d'élèves, garçons et filles, qui fréquentaient les deux lycées. La révolution éclate. Ces jeunes ont abandonné leurs études, ils avaient à peine 16 ans, 17 ans, c'est vous dire la maturité, et ils ont rejoint donc la révolution. Bon, hasard de l'histoire, il y en a qui sont heureusement encore vivants, mais il y a 47 qui sont tombés au champ d'honneur. Et le 18 février, donc, nous avons honoré leur mémoire en donnant ces médailles. Et pour l'anecdote, il y a une stèle qui a été érigée dans l'enceinte même du lycée où les 47 noms donc, figurent. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce recueil en leur mémoire. Il y a 47, donc c'est une bio express. Donc, de ces héros et de ces martyrs. Absolument, avec certaines pour les circonstances de leur décès. Et j'estime que c'est un devoir. Ça, voilà le recueil. Quant à maintenant le pourquoi j'ai écrit ce livre, ce dernier recueil. Les rêveries du passé, souvenirs d'une époque révolue. Très bien. Pourquoi ? Je peux vous dire que l'être humain en général a la nostalgie du passé. Et cela s'explique aisément, car de sa jeunesse, de la joie de vivre, restent des souvenirs indélébiles, impérissables qui vont le suivre jusqu'à la mort, jusqu'au crépuscule de sa vie. Et qu'est-ce qui m'a amené donc, je suis le facteur, je vais vous dire, donc le facteur déclenchant, le facteur primordial déclenchant de la nostalgie, c'est la chanson. Je vais revenir. Donc, la perception du temps, elle s'accélère au fur et à mesure que l'on vieillit. C'est un fait. Et plus on vieillit, professeur, plus on vieillit et plus on devient, je ne dis pas vieillir, plus on prend de l'âge et plus on devient nostalgique. On est nostalgique de tout. Je vous ai parlé de la chanson. La chanson, Hier j'avais 20 ans. Hier j'avais 20 ans. C'est une chanson qui a été fredonnée ou chantée par des milliers de personnes. Et combien de fois ? Alors, en l'écoutant, les gens, les personnes qui écoutent cette chanson, ils font des mimes, soit avec le geste, soit ils bougent la tête, soit ils clignent des yeux. C'est selon. Et cette chanson rappelle des souvenirs de conquêtes amoureuses, d'exploits sportifs, de jeunes, etc. Donc voilà. Et cette chanson, donc, fait revivre, comme je vous dis, des réminiscences et des souvenirs. Un autre exemple banal, une photo de classe. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la curiosité que suscite cette photo aux adultes. Vous les voyez, ils ont un comportement infantile. Certes. Ils ont un comportement infantile, ils prennent la photo, ils la retournent, ils la voient, ils la reposent, ils la reprennent, et ils citent des noms. Pas tous les noms peut-être, mais ils citent des noms. Ils citent donc, dans son esprit, donc, il y a
il y a des souvenirs qui remontent. Un autre exemple banal aussi, une odeur. Ah. Là, on est en plein dans Proust et sa fameuse Madeleine. Oui. Voilà. On peut passer près d'un restaurant et puis on ressent donc une odeur. C'est peut-être l'odeur de la chalba de la mère ou de la grand-mère. Il y a des décennies. Voilà, c'est tous ces souvenirs. Qui ont nourri cette recherche du temps perdu que vous avez intitulée Les rêveries du passé. Voilà. Je vais vous dire une petite anecdote que j'ai vécue. La scène se passe à Sétif, ma ville. C'était à côté du marché couvert. Donc, mes camarades sétifiens, le marché couvert, il y avait une femme d'un certain âge. Mon attention a été attirée par cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle portait le mlaya. Le mlaya, donc, elle était la seule. Et instinctivement, j'ai revu cette dame, j'ai revu ma mère, des décennies auparavant, qui portait le mlaya. Et chemin faisant, donc, premier souvenir, donc, ma mère qui portait, etc., qui allait au marché. Je revoyais, à travers cette femme, les nombreuses femmes sétifiennes qui portaient cet accoutrement qui leur valait si bien. Alors, je me suis approché d'elle parce qu'elle portait un couvert, je voulais lui porter cette... قلت لها الحاجة نرفد لك نهزك الطلاعة تاعك. Regardez, et puis, chemin faisant, je lui ai posé une question, Anoudine. Je lui ai dit, الحاجة كيفاش كانت بكري الصيف كيفاش كنتوا عايشين. Elle s'est assise sur une marche et elle a commencé à se délecter. Je voyais dans ses yeux le plaisir que cela lui procurait, le fait de lui avoir posé cette question, et elle allait me donner la réponse, une réponse très longue. J'aurais pu rester avec elle 1 heure, 2 heures, me raconter ses souvenirs, donc remonter à elle. Et voilà, donc, il y a des gens donc, qui ont la capacité, qui n'ont pas, du moins, la capacité d'écrire, donc, ils racontent. Ils racontent suivant, donc... les opportunités. Voilà. Donc, elles n'ont pas... Moi, j'ai eu je ne dis pas cette capacité, mais cette volonté et ce plaisir d'écrire, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce recueil, donc... Les rêveries du passé, souvenirs d'une époque révolue. Et puisque vous évoquiez la chanson, vous me fournissez, Toufer Gasmi, la parfaite transition vers notre rubrique musicale. Je vous retrouve après le jingle pour notre Minute Mélomane. À tout de suite. Comme d'habitude, chers amis, je vous laisse découvrir le morceau musical qu'a choisi pour vous notre superbe équipe. À tout de suite.
سوداني بطبعه رجال وبالعز ماله مثال بتتحاكى فيه الأمثال فلسطيني وراسك فوق الفرح إلك مخلوق انت العاشق والمعشوق كرم ونخوة وأصل الذوق واللي قبع Superbe chanson de Mohamed Assaf, Falastini et Waqta'. Et je reviens vers mes chers invités et vers le professeur Mustafa Maawi pour ses histoires de la chirurgie, jeu de main et jeu de mots, avec la démystification de figures, notamment celle d'Alexis Carrel, avec son fameux L'homme, c'est inconnu, mais dont vous révélez une face relativement moins connue justement, ou presque aussi inconnue que ce fameux homme qu'il vante dans son ouvrage. Alexis Carrel était un brillantissime chirurgien vasculaire qui s'est épanoui à Lyon. Ensuite, il a traversé l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Il avait une dimension mondiale. Il était prix Nobel de médecine. Ça, c'est le côté technique. Mais l'être humain qu'il était, d'abord sa formation. Je n'ai rien contre les jésuites, mais il est jésuite. Encore une fois, peut-être l'influence parfois un peu noir de certains courants religieux qui étaient jésuites, il était parfaitement persuadé de choses absolument incroyables. Il était persuadé que d'abord il y avait des différences entre les humains, ce qui est la triste réalité, je veux bien, mais cette différence il l'attribuait à des différences biologiques, c'est-à-dire dans les gènes. C'est-à-dire qu'à la naissance, il n'y a aucune chance d'être du bon côté de la barrière si tel a été notre sort prédestiné. Alors donc, ensuite, il avait une piètre opinion de ce que beaucoup plus tard appelleront des gens qui n'étaient pas obligatoirement des racistes, mais qui les appelaient les sans-dents. Hein, c'est des gens qui ne sont pas capables de se soigner, donc ils n'ont pas d'argent, tous ces pauvres. Et donc il était dans un mépris absolument incroyable. Et il considérait que ce que d'autres ont appelé la chienlit ou alors la racaille ne méritait pas la vie, tout simplement. Par exemple, dans tous les pays, la misère pousse les gens, dans tous les pays, dans toutes les cultures, la misère peut pousser des gens à la rapine. Bon, ça arrive, il y a des lois, il y a des punitions prévues, on est tous d'accord. Mais lui, il considérait que c'était trop que de leur accorder la moindre attention, de les mettre en prison, de les nourrir et tout. Pour lui, c'était tout simplement presque la solution finale. Ouais. Et c'est cet aspect absolument abject d'un immense chirurgien, mais d'un être humain absolument détestable. Et c'est ça. Bon, l'histoire, il y a plein de gens comme ça. Hein. Certes, autre grande figure que l'éthique n'étouffe pas, c'est Christian Barnard. Christian Barnard, lui, il est né, entraîne sa vie à la semelle de son enfance. Et donc, Christian Barnard, il est né en plein apartheid en Afrique du Sud, évidemment, dans le dessus du panier. Évidemment. Évidemment. Donc, lui, il ne s'embarrassait pas de scrupules, de complexes, d'éthique, pas du tout. Il ne savait pas ce que c'était. Et c'était, lui aussi, un brillant chirurgien, d'un point de vue manuel. Il était jeune, il avait dépassé 45 ans, et il brûlait d'envie de faire ce que beaucoup de chirurgiens rêvaient dans le plus grand des secrets, c'est-à-dire faire la première transplantation cardiaque. Lui, il est allé auprès d'une équipe qui était en pointe dans cette recherche, l'équipe de Shamway aux États-Unis, qui était sur le long cours, sur des années et des années de recherche avec des équipes de travail multidisciplinaires. Il faisait des expériences sur les chimpanzés, notre plus proche cousin. Mais il y avait le blocage pour passer à la transplantation elle-même, il y avait un blocage éthique. Quand est-ce qu'on était en droit de prélever un cœur sur un être, pas encore mort, mais toujours vivant, pour lui ôter définitivement la vie et pour la donner à quelqu'un d'autre, pour lui redonner un souffle à sa vie. Et c'est ça, ils étaient donc dans cette hésitation, mais lui est allé, en bon professionnel technique, il a vu comment ça se passait, il a fait ce qu'on appelle chez nous Sarq Sana'a,
Il est rentré en Afrique du Sud, et point de complexe. Il a immédiatement, ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein. J'ai fait partie de cette génération qui a vécu le moment où l'homme a marché sur la Lune. C'était à peu près le même coup de tonnerre dans un ciel serein. Première transplantation cardiaque. Et pour la petite histoire, pour faire une transplantation, tous les chirurgiens et même les profanes le savent, il faut une équipe qui prélève et une équipe qui transplante. L'une et l'autre doivent être au top du top, vous le concevez. Qui c'est qui a parlé de l'équipe qui a prélevé? Personne. Puisqu'elle était noire. Eh bien oui, en plus, c'est inutile de dire que c'est un esclave, puisqu'il était noir en Afrique du Sud. Et ce personnage, absolument, lui, c'est un personnage de roman. C'est un jardinier. C'est un Hamilton. C'est un jardinier qui faisait le parterre, le nettoyage à Groote, l'hôpital de Cape Town, et qui nettoyait les laboratoires où on faisait des essais sur les souris, les cobayes, etc. Et puis, de temps en temps, un des internes devait disséquer une souris, pris par le temps, il demandait au jardinier, enfin, au balayeur de l'aider. Progressivement, on s'est aperçu qu'il avait une dextérité, encore la main, travail de la main. Alors, c'est long à raconter, mais très rapidement, il se retrouvait dans les salles opératoires chez les humains, à aider à tenir les écarteurs au début, parfois à faire des gestes, et ils ont fini par reconnaître son don pour la chirurgie, et ils le laissaient opérer, mais évidemment dans le plus grand des secrets, parce que c'est une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe innommable de dire, voilà, c'est un noir. Et Hamilton, c'est lui qui a fait le prélèvement pour la transplantation chez la jeune fille. Son nom m'échappe, et c'était pour le donner à Kaczynski, n'est-ce pas? Mais personne n'en a parlé, mais enfin tout finit par se savoir, puisque 15 ans après, il y a eu un film. Documentaire, oui. Voilà, The Hidden Surgeon, et voilà, le chirurgien. Hidden Heart, il me semble. C'est ça, et le Hidden Heart, yes. Voilà, et donc, et ce bonhomme-là, Christian Barnard, sa vie, on a été bouleversé. D'abord, il s'appelait Christian, il est devenu Chris. Tout le monde était intime avec ce personnage, un démiurge, un demi-dieu. En couleur, oui. Ah ben oui. Ensuite, il devient acteur carrément. Oui, il a fait comme certains responsables dans le monde. Il a abandonné la première épouse pour rester un peu plus libre et convoler à travers la planète. Il a été reçu par les plus grands noms du monde, les plus grandes autorités. Le pape, il a été reçu par des actrices, des machins, pas pour les mêmes objectifs. Et sa vie s'est terminée assez mal, hein, mais enfin, bon, parce qu'il y a peut-être une justice immanente. Mais Christian Barnard, c'est une histoire. Hein. Et vous parlez de dextérité, justement, et vous posez la question dans un chapitre, la chirurgie est-elle un art ou une science? Et notamment lorsque vous mentionnez la relation entre chirurgie et art plastique, vous citez d'abord Apollinaire, qui a écrit « Un Picasso étudie un objet comme un chirurgien dissèque un cadavre », et vous avez ce très beau commentaire, vous dites « Est-ce à dire que la peinture serait-elle, pour paraphraser Clausewitz, une continuation de la chirurgie par d'autres moyens ?» C'est ça, c'est ça. Il y a un peu d'art dans la chirurgie, dans la façon de peaufiner certains gestes, parfois un certain nombrilisme, voire un narcissisme. On se regarde. J'en ai vu beaucoup qui se regardaient opérer. On oublie le but, c'est l'autre. Hein, mais enfin, si ça va dans le sens du bien-être du patient qui s'est confié à nous, oui, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de chirurgiens qui sont passionnés par les arts et qui deviennent eux-mêmes artistes. Oui. Mais dans les deux cas, excusez-moi de vous interrompre, dans les deux cas, on est face à une sublimation. Absolument, qui, si elle était bien orientée, ben elle serait dans l'intérêt du malade et c'est l'objectif qu'on veut. Mais il y a beaucoup de chirurgiens qui se sont
passionné pour les arts plastiques et pour d'autres arts aussi. On a cité les figures noires, entre guillemets, de la chirurgie. Il y a aussi des figures, on a vu Ambroise Paré. Vous citez aussi Michel Martini et ses chroniques algériennes. Oui. Et puis, une partie appréciable de votre ouvrage, peut-être la plus importante, vous la consacrez justement à des hommages successifs à différentes grandes figures de la chirurgie algérienne, puisqu'il s'agit aussi d'histoire de la chirurgie algérienne, que vous avez côtoyé, notamment le professeur Guedj, par exemple. Oui. Guedj, non, je ne l'ai pas côtoyé, je l'ai côtoyé par ami interposé. Voilà. D'abord, raconter l'histoire des chirurgiens algériens, obligatoirement pendant la période coloniale et après l'indépendance. Pendant la période coloniale, c'était très difficile dans la mesure où le colon n'acceptait pas que les Algériens fassent de la chirurgie parce qu'il fallait passer par les concours hospitalo-universitaires. Et donc il y avait des domaines, on les autorisait à faire du droit pour être des zoukis, des bougados, indigènes, pour les chicayats interindigènes, pas plus que ça. Donc les carrières qui étaient réservées aux clercs de la Bazoche, qui avaient eu la bonne idée de naître parmi les colons. Et pour les chirurgiens, il fallait passer des concours qui n'étaient pas autorisés, donc il y avait très très peu de chirurgiens pendant la période coloniale. Alors, il y a eu quand même des tentatives, et je parle de Guedj, qui était à Constantine, qui n'a jamais été professeur de sa vie, mais ses parents ont eu la bonne idée de l'appeler Prosper. Donc il lui suffisait de mettre sur sa plaque PR, Guedj, pour être professeur pour tout le monde. Il en avait l'ossature. C'était un brillant chirurgien des hôpitaux. Et j'ai raconté donc son histoire quand, vers les années 50, en 55, les ulama de Constantine ont décidé de ramener un Algérien qui pouvait lui faire concurrence. Et ça, Hakim Tidjani, il me semble. Voilà, tout simplement. Il avait eu une formation dans la région parisienne. Et puis bon, il a eu un cursus que j'ignore parce que la biographie n'est pas très parlante. On dit qu'il a été aux États-Unis, peut-être en Suède, etc. Enfin, il était excellent chirurgien aussi et qui pouvait concurrencer Guedj. Or, dans ce monde, parfois la concurrence n'est pas acceptée, même quand il y avait du travail pour tout le monde. Et donc Guedj voulait régner en seul maître à Constantine et un autre chirurgien que lui, il ne supportait pas. Donc ils ont utilisé un subterfuge pendant la guerre, en ayant l'intime conviction que Tidjani était du FLN. Il a fait de la prison pour ça, c'était un militant. Ils n'ont pas voulu le liquider physiquement, ça aurait fait un martyr. Donc ils l'ont tout simplement mis dans un bateau qui voguait de Phillyville vers Tunis, et c'est comme ça que... Et pendant qu'il était en haute mer, 5 colonnes à la une, le docteur Intel a rejoint les rangs des rebelles. Ça s'appelle un point de non-retour. Alors justement, puisque vous avez évoqué la période coloniale, on va effectuer un petit détour historique, cette fois-ci avec notre rubrique littéraire, et puis nous allons nous replonger dans ces rêveries du passé avec Tawfir Ghasmi. Je vous retrouve tout de suite après le jingle. Nous poursuivons la découverte du premier tome des œuvres complètes de Frantz Fanon et qui regroupe ses 4 ouvrages les plus connus, Peau noire, masque blanc, l'an 5 de la Révolution algérienne, Les damnés de la terre et son recueil posthume pour la Révolution africaine. Et ce soir, je vous propose de continuer la découverte de l'an 5 de la Révolution algérienne avec un extrait qui rejoint un petit peu le sujet de ce soir, à savoir le médecin européen pendant la lutte de libération. Et Frantz Fanon nous dit « En règle générale, le médecin colonisateur adopte l'attitude de son groupe en face de la lutte du peuple algérien. Derrière le médecin qui panse les plaies de l'humanité, apparaît l'homme
membre d'une société dominante et bénéficiant en Algérie d'un niveau de vie incomparablement plus élevé que celui de son homologue métropolitain. Et Frantz Fanon cite en bas de page, la pratique médicale prend très souvent aux colonies un aspect de piraterie systématisée. Injection d'eau bidistillée, facturée pénicilline ou vitamine B12, radioscopie pulmonaire, séance de radiothérapie visant à stabiliser un cancer alors que le médecin ne possède aucune installation radiologique. Il suffit au médecin, dans ce dernier cas, de placer le malade derrière un drap et au bout de 15 à 20 minutes de déclarer la séance terminée. Il arrive même que les médecins des agglomérations rurales se vantent, et plusieurs exemples sont connus en Algérie, de pratiquer des radioscopies à l'aide d'un aspirateur. Signalons le cas d'un médecin européen exerçant à Rabelais, région d'Orléansville, qui explique comment il lui arrive les jours de marché de faire plus de 30 000 francs par matinée. Je mets 3 seringues d'inégale grosseur remplies de sérum salé et je dis au malade « Quelle piqûre veux-tu ? Celle à 500, à 1000 ou à 1500 ?» Presque toujours, ajoute ce médecin, le malade choisit la piqûre la plus chère. Comme l'a dit Frantz Fanon, on est très loin de la figure du médecin qui soulage les souffrances et panse les plaies de l'humanité. Et je me tourne vers Toufir Gasmi et ses rêveries du passé, où vous nous invitez à un voyage à travers toute l'Algérie. Vous avez mentionné Garouabi, en vous lisant, j'ai pensé à Dahman al-Harachi, puisque vous nous emmenez dans différentes wilayas du pays, Sétif, Annaba, Sirta, Constantine. D'abord, je fais donc en première page un avertissement adressé au lecteur. C'est un recueil donc qui s'adresse théoriquement à des personnes dont l'âge dépasse les 50 ans. Pourquoi 50 ans ? Parce que ce sont des thèmes et des situations réelles, vécues. Ma génération et la génération qui m'a précédé ont vécu ces moments-là, ont vécu ces histoires. Et ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas le lire. Donc, ça c'est le premier avertissement. Alors, je parle donc, il y a 64 thèmes. Comme je l'ai dit, c'est des situations vraies. Alors, je parle de l'école primaire en passant par les veillées familiales, l'élégance des femmes, les jolies femmes algériennes, les jolies filles algériennes, la courtoisie des hommes, etc. Donc il y a 64 thèmes, j'aborde cela. Et je parle des villes que j'ai visitées et que j'ai aimées. Donc je parle de leur histoire. Et ce qui m'a le plus frappé, ce qui m'a attiré le plus, et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, c'était l'école primaire. J'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup de réflexion parce que, comme toutes les personnes de mon âge, on a été marqué. Qui ne se souvient pas de son école, qu'elle soit perchée sur les flancs d'une montagne, ou dans un petit village, ou dans une ville. On se reconnaît tous dans cette école. On a des souvenirs visuels. On se souvient de la salle de classe, avec ses hautes fenêtres. On se souvient des tables, avec l'encrier, le porte-plume, le buvard. Vous voyez, on se souvient de tout ça, du poêle qui était au milieu de la classe, qui était alimenté par des bûches. Et tout cela, donc, ce sont les souvenirs visuels. Il y a aussi les souvenirs pédagogiques. Je vais vous apprendre une chose, monsieur, peut-être que ça va étonner beaucoup de gens. Quand nous étions à l'école primaire, au CE2, CE2 c'est 3e année. Ouais. Au bout de la 3e année, l'élève algérien savait lire un texte écrit en français en respectant et la ponctuation et les liaisons. Nous jonglions avec
le calcul mental. Et nous savions les tables de multiplication par cœur. Alors, on se pose la question, est-ce que nous étions des petits génies? Je ne pense pas. C'est la qualité de l'enseignant et les méthodes pédagogiques qui ont fait que nous soyons ainsi. Et la rigueur aussi, sans doute. On en parle. Les statistiques, les dernières statistiques françaises, vous savez qu'il y a près de 50% des élèves qui arrivent, français, qui arrivent en 6e, éprouvent des difficultés à lire et à écrire. Alors que nous, Algériens, 10 ans, 11 ans, on écrivait avec le porte-plume, monsieur le professeur. Hein? Sergent-major. Sergent-major, les pleins et les déliés. Voilà, on écrivait bien, nous avons appris les récitations. Ça a dû inspirer beaucoup de vocations chirurgicales plus tard. Plus tard, les récitations, aujourd'hui on peut se souvenir de toutes les récitations, les fables de La Fontaine, etc. Voilà, cette école donc nous a forgés. C'est cette école-là qui a ensuite produit aussi les ingénieurs et qui ont permis notamment, et je cite deux chapitres de votre recueil, qui ont permis la formidable aventure que furent la Sonipec et la Sonitex. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait donc qui sont des fleurons du développement autocentré algérien. À l'indépendance, il n'y avait pas beaucoup d'universitaires. Il n'y avait pas beaucoup d'universitaires. Donc, et le peu donc de jeunes qui sortaient des grandes écoles et universités, ils étaient ensuite recrutés au niveau des entreprises étatiques. Et ces entreprises étatiques fonctionnaient parfaitement. Et moi, je suis, subjugué de savoir que Sonipec, Sonitex, savez-vous que notre équipe nationale, en 1982, elle a joué la Coupe du Monde en Espagne. Elle portait les vêtements, elle portait les maillots fabriqués par la Sonitex. C'est vous dire la qualité des produits. Les chaussures, on était tous contents de porter les chaussures et on était fiers de porter des chaussures. Donc, Sonipec, et tout ça, c'est grâce à quoi? L'école. C'est l'école. Il faut donc... aujourd'hui, je peux vous dire, à l'école primaire, moi je l'ai appris par des grands pédagogues, l'enfant à l'école primaire, il a besoin de quoi? Il a besoin de savoir lire, écrire, compter et jouer. Voilà, et jouer. Alors, dans ces programmes, professeur, vous allez m'approuver, dans ces programmes, il y avait, dans les leçons, il y avait la leçon de morale. On nous enseignait la morale. Chaque matin, c'est une leçon qui dure un quart d'heure. Ce sont des thèmes choisis, la bonté, la sagesse, la générosité, le vol, le mensonge, le respect des parents, etc. etc. Donc, et c'était à nous, donc, le maître, donc nous situer, donc, le contexte, et c'était à nous, élèves, de tirer la morale. Nous étions, voilà, chaque matin, c'était une leçon de morale. Alors, et les gamins que nous étions, les gamins de ma génération, nous étions éduqués par la famille, l'intérieur de la famille. La rue nous éduquait. Et cette éducation était complétée par le maître, l'instituteur ou l'institutrice. Voilà. Et je termine avec une petite... nous avons été marqués par les enseignants, par nos instituteurs. Oui, auxquels vous rendez hommage d'ailleurs. Voilà, je rends hommage. J'ai fait, à titre personnel, une petite, je dirais statistique, allez. J'ai pris 2 échantillons de personnes, l'échantillon A et l'échantillon B. L'échantillon A, il y avait donc des jeunes
des personnes de 20 à 52 ans. L'échantillon B de 54 ans à 87 ans. Et j'ai posé la même question aux deux. Avez-vous été marqué dans votre enfance par votre instituteur ou institutrice? Résultat, l'échantillon A, 1%. L'échantillon B, 90%. Tout de suite, instantanément, ils vous disent c'est monsieur, c'est monsieur. Et puis dans leur subconscient, il y a la photo, il y a l'image de cet instituteur ou institutrice. C'est pour ça qu'il faut leur rendre, voilà, nous le rendons donc à notre façon. Un vibrant hommage qu'on peut, entre autres choses, retrouver dans Les rêveries du passé de Tawfik Ghasmi. Les rêveries du passé, souvenirs d'une époque révolue, mais révolue, comme dirait Hegel, pour être incluse dans un développement ultérieur. Merci beaucoup, Tawfik Ghasmi, d'avoir été parmi nous. Et je rappelle, professeur Moustapha Maaoui, votre ouvrage s'intitule « Histoire au pluriel de la chirurgie ». Jeu de main, jeu de mots. Merci encore d'avoir été parmi nos professeurs. Et puis, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, de faire vivre la littérature en la lisant. J'espère que vous avez passé avec nous un moment agréable. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.